Destin de femmes émigrées. De la Tchécoslovaquie communiste vers la France. Une histoire de femmes en quête d'un monde libre. Je suis Jiřina Bystrický, née Kerhartová, le 16 juillet 1936 à Poděbrady. C'est une petite ville d'eau au bord de l'Elbe, à l'est de Prague. Ma mère était médecin, mon père était architecte. Notre famille vivait à Prague, mais malheureusement ma mère est tombée malade quand j'avais 1 an, elle est morte. Comme mon père, j'ai déjà dit qu'il était francophile, il nous a apporté à ma sœur aînée et à moi des livres de Babar qui étaient juste une nouveauté à Paris quand il était en 1938 à Paris. Et c'était 3 grands livres qui ont vécu avec nous et qui voyageaient partout dans la famille. Encore maintenant, mes petits-neveux se réjouissent en regardant le petit Babar. En 1942, je suis allée à l'école primaire à 6 ans. La même année, mon oncle, le frère cadet de mon père, qui était adjoint au maire à Poděbrady, a été arrêté par la Gestapo parce qu'il a aidé les familles juives. Il a été envoyé en Auschwitz où il est décédé l'année après. Et après la guerre, mon père et la veuve de mon oncle ont décidé de se marier, d'unir les 2 demi-familles. Et ma sœur Martha et moi, nous sommes venus vivre à Poděbrady, chez ma nouvelle belle-mère. Après la guerre, tout était beau. Nous, on est devenus membres du Scout, qui est laïque en Tchécoslovaquie, pas catholique comme en France, membre de Sokol, d'une association sportive gymnique. À Poděbrady, un nouveau lycée a été fondé avec un internat pour les garçons qui n'étaient pas de cette ville. Et parmi eux, il y a certains qui sont devenus célèbres, comme par exemple Miloš Forman, le futur metteur en scène, ou Mario Clemens, qui était chef d'orchestre, et Václav Havel, le futur président. En 1947, je suis entrée au lycée, mais déjà en 1948, il s'est passé le coup d'État communiste en Tchécoslovaquie et tout a changé. Nous, les plus jeunes, nous avons dû aller au collège unique. Le lycée a été raccourci. Dans ce lycée, tout était très politisé. Et j'ai un très mauvais souvenir de ce temps-là, quand il s'est passé un premier procès politiques à Prague. On a accusé faussement une députée, juriste, Milada Horáková, qui a déjà passé 4 années au camp de concentration allemand. Maintenant, elle a été accusée de conspiration contre l'État, contre la République. Nous, à l'école, le professeur qui était un très grand communiste a convoqué les 2 dernières classes des enfants de 14-15 ans dans le gymnase. Il a demandé qu'on lève le bras et symboliquement vote pour la mort de quelqu'un qui veut détruire la République. Nous savions que c'était faux, que ce n'était pas vrai, mais nous avions peur. Et malheureusement, elle a été vraiment condamnée à mort et exécutée. J'ai fini mon lycée
à Poděbrady et après je suis allée à Prague étudier les langues slaves, le russe et le bulgare. Pour me détendre un peu, j'ai fait beaucoup de sport, ce qui était le seul bon côté de ce régime. Et je suis allée aussi au club de touristes et là j'ai rencontré mon futur mari. Après les études, j'ai été envoyée enseigner, comme c'était prévu qu'on enseigne la langue qu'on a étudiée. Et j'ai refusé de le faire, ce qui a été pas bien accepté, mais finalement, je n'ai pas eu d'envie à cause de cela. Mais j'ai trouvé un travail externe dans l'agence touristique Tchedoc, qui existe toujours. Pendant ce temps-là, mon futur mari a fini ses études, il a fait son service militaire et on s'est mariés en 1961. Et on a eu un problème où loger. Les appartements manquaient. C'était aussi l'État qui donnait le droit à vivre et il fallait aller à la mairie pour demander un appartement. Et en attendant, on a vécu pendant un certain temps chez ma sœur dans un petit appartement de 2 pièces, donc chaque famille dans une pièce. Heureusement, quelques mois après notre mariage, mon mari a reçu une invitation d'aller travailler dans un institut de physique nucléaire à Dubna, en Russie, en Union soviétique. C'était un institut international pour les pays de l'Est qui était quelque chose comme le CERN pour l'Europe de l'Ouest. En 1964, notre premier fils a été né à Dubna. Par hasard, le même jour que mon mari à l'anniversaire. Mon mari et ma sœur aussi, donc c'était le 7 avril, c'était l'anniversaire familial. C'était en 1967. La situation politique s'améliorait, on a commencé à parler librement, les journaux étaient aussi beaucoup plus ouverts aux idées autres que communistes. Et en 1968, au début, on a commencé à parler de nouveau socialisme au visage humain. Et on a ouvert les frontières de l'Ouest. Nous avons décidé de partir avec mon mari sans Pavel. Pavel est resté chez mes parents et on a parti en France. Notre premier voyage à l'étranger. On a pu changer les couronnes pour $50, ce qui n'était pas beaucoup, pour 3 semaines. Et j'avais heureusement une cousine qui était émigrée au Canada depuis 20 ans. Elle est partie en 1948 avec son mari. Et on s'est mis d'accord qu'elle va envoyer un chèque pour nous à Paris. La même somme en couronne, on donnera à sa maman. Nous avons eu un billet de train où on pouvait s'arrêter où on voulait, repartir avec le même billet, ce qui était très pratique pour nous. Et nous avons décidé de faire le tour des cathédrales gothiques françaises. Et de Mont-Saint-Michel, on est parti à Amiens, Rouen, Laon, à Reims, puis on est revenu à Paris. À Paris, nous avons passé une semaine, on a visité aussi le peintre tchèque célèbre Josef Šíma qui vivait à Paris avec sa femme française et il était ami de mon papa. La dernière ville française à notre programme était Lyon. Et là, nous avons passé la journée de 21 août sans savoir ce qui s'est passé à Prague. Il a fait très chaud en rentrant à l'hôtel le soir, nous avons vu les journaux avec une grosse image de chars russes sur la place Venceslas. Nous avons acheté le journal et avec l'aide de dictionnaire, nous avons déchiffré. Nous avons tout de suite compris qu'est-ce qui s'est passé, mais nous avons voulu déchiffrer, savoir tout.
Le lendemain, nous sommes partis vers Genève, ce qui devait être la dernière station de notre voyage. Et on avait le visa de transit seulement pour 24 heures. À Genève, nous avons appris que les trains n'arrivent pas à Prague, que les frontières étaient fermées et nous n'avions déjà pas plus d'argent que pour une nuit à l'hôtel. Mais heureusement, mon mari a eu un ami ou quelqu'un qui l'a connu, qui a fait connaissance avec un mathématicien qui travaillait au CERN. Et nous sommes allés à l'ONU, devant l'ONU, où se rencontraient les Tchèques qui étaient à Genève dans la situation comme nous, qui cherchaient des nouvelles de la République. Et nous avons trouvé là un couple tchèque, plutôt morave, de Brno, qui était là en voiture, qui voulait rentrer en voiture, ce qui était possible. Ils nous ont proposé de nous amener en voiture. Nous sommes partis avec eux jusqu'à Vienne. Alors, on les a remerciés. Nous avons encore visité Vienne avant que la porte derrière se renferme. Et nous sommes partis pour Poděbrady, chez mes parents. Et là, mon père nous a embrassés, a dit « Pourquoi n'êtes-vous pas restés en France, dans un pays libre ?» Et nous lui avons dit, cette idée ne nous a même pas effleuré, on n'a pas pensé à émigrer à cause de Pavel, à cause de vous. Je ne resterai pas à l'ambassade bulgare. Ils nous ont envahis aussi comme partie, comme les autres pays de pacte de Varsovie. Il y avait des soldats bulgares aussi. Mais encore... on a eu de la chance, mon mari a reçu une invitation du CNRS de France pour venir pour un an travailler à Saclay. Et c'est grâce à son collègue de Dubna, František Lehár. Mais d'abord, on était encore à Prague, fin 68, et nous avons demandé le visa pour le visa français. Et le visa n'arrivait pas. Et au début de l'année 69, le groupe avec lequel mon mari devait travailler est parti pour une expérience au CERN à Genève. Et donc, on s'est dit on aurait besoin aussi de visa suisse. Nous avons demandé le visa suisse, ce qui est arrivé beaucoup plus vite. Et nous sommes partis avec Pavel, déjà tous les trois, à Genève au mois d'avril. L'expérience au CERN a été finie. Et nous sommes arrivés à Gif. Auparavant, on a pu trouver un appartement. Le temps passé, on a dû prendre la résolution si on reste en France ou si on revient en Tchécoslovaquie. La lettre que mon père nous envoyait était plutôt pessimiste. Notre papa nous conseillait de rester en France, de ne pas revenir. On aurait dû revenir au mois d'avril. J'ai oublié de dire qu'ici, près de Paris, vivait un cousin de mon père qui était plus jeune que papa, qui nous a vraiment forcé de rester ici. Il a dit que ce serait une bêtise de retourner dans un pays communiste où vous devriez rester. Et ça nous a beaucoup aidé dans notre décision, parce que ce n'était pas facile de se décider d'émigrer. Nous avons demandé l'asile, avons reçu, et avons reçu aussi des passeports Nansen, qui s'appelait Nansen, qui était pour les gens qui n'avaient de pays. Quelques années après, nous avons appris que nous avons été condamnés. Officiellement, nous n'avons pas reçu de lettre qui nous annoncerait de condamnation. C'était ma sœur qui a été convoquée au ministère pour apprendre ce qui s'est condamné mon mari à 2 ans de prison parce qu'il n'est pas revenu à temps. Et moi, j'étais condamnée à 18 mois. Donc, ça a résolu aussi la question si nous pouvions aller ou si nous allions voir la famille. Non, on n'a pas pu aller, on n'est jamais
jusqu'en 1989. Nous ne sommes jamais retournés en Tchécoslovaquie. Nous avons demandé la nationalité française dans les années 75, je pense. 75-76. Mes parents ont demandé chaque année une permission de venir nous voir. Très rarement, ils ont reçu la réponse positive. Une fois, mon père est venu en 73, mais sans sa femme. Mais ma belle-mère a une fois pu venir avec mon père en 76. Tous les deux étaient ici. Avant le début de l'année scolaire, nous sommes allés à Paris voir une exposition au Jeu de Paume un dimanche. Et en rentrant, en se promenant dans les Tuileries, nous avons vu devant nous une famille avec 3 enfants qui marchaient, 3 petits garçons en Bermuda avec des bérets sur la tête. Et j'ai dit à mon mari, c'est beau cette famille avec les 3 garçons comme des 3 marches d'escalier, on dirait en tchèque, stupinky. Le père de ces 3 enfants s'est retourné et il a dit, chez nous on parle tchèque aussi. Et on a fait connaissance, c'était la famille Maurice. Et nous avons fait connaissance, les enfants ont été heureux de trouver d'autres enfants à parler avec en tchèque et nous avons échangé nos adresses. Avec toutes les 2 familles, les Maurice et les Bystricky, nous sommes venus au Sokol un jour de septembre 77, je crois. Et donc, tout le monde au gymnase, ils nous ont bien accueillis. Et depuis, on allait tous les samedis faire la gymnastique. On a dansé les danses folkloriques. On est devenu Sokol et resté jusqu'à maintenant. Avec Olga Maurice, pendant 2 ans, nous avons organisé les cours de tchèque 1 heure avant la gym pour les enfants. Pour ceux qui en parlaient un peu, pour ceux qui n'en parlaient pas du tout, un peu d'histoire, un peu de géo. C'était une petite école tchèque au Sokol. J'aimerais parler de cousin de mon papa, qui s'appelait Karel Hora et qui a eu une vie assez intéressante. Pendant la guerre, il s'est battu dans la Légion étrangère française, avec les Français, je veux dire, et il a été blessé. Et il a écrit un livre qui a eu beaucoup de succès, ça s'appelle « Debout la Légion ». Et le livre est sorti en 1971. Et j'ai écrit à M. Skvorecký que je lui propose un livre qui a écrit mon cousin. Si ça l'intéressait, mon cousin pourrait le traduire en tchèque. Et M. Skvorecký a été intéressé. Et mon cousin a commencé à traduire le livre et il m'envoyait les chapitres par la poste. Et j'ai tapé tous ces livres à la machine française en ajoutant à la fin tous les signes tchèques. Maintenant, je me suis rendu compte que j'ai oublié de parler de nos autres enfants. Parce que quand nous avons décidé de rester en France, d'émigrer, on a décidé aussi d'agrandir notre famille pour que Pavel ne soit pas un enfant unique. Donc, en 71, le 2e fils, Misha, est né à Versailles. Et en 74, notre fille Eliška est née aussi dans le même hôpital à Versailles. En été 79, et j'ai commencé à penser à me trouver un travail. Mais mon diplôme tchèque n'a pas été accepté en France et
j'ai décidé de faire l'école de bibliothécaire pour pouvoir travailler comme bibliothécaire, ce qui était intéressant pour moi, qui aimait toujours lire. Et puis avant de pouvoir trouver un travail, mon mari a été invité pour aller travailler à Los Alamos aux États-Unis. Comme je ne pouvais pas, avec mon visa américain, je ne pouvais pas travailler. Je pouvais seulement travailler bénévolement. J'ai travaillé dans la bibliothèque du collège où étudiait notre fille Elifka. J'ai eu une lettre de recommandation de cette école. Après notre retour en France, j'ai trouvé très facilement le travail à l'école américaine à Saint-Cloud, où j'ai été très contente et j'ai travaillé jusqu'à ma retraite. C'est presque toute notre vie. On est resté toujours sur col. Et pour nous, la décision de rester ici, nous avons compris que c'est la porte fermée pour aller en Tchécoslovaquie. Donc, on s'est dit, quand la Tchécoslovaquie sera libre, on va retourner, heureusement. Heureusement, c'est arrivé, on a pu aller, on est parti tout de suite en 89. À Noël, on était déjà en Tchécoslovaquie. On a fêté Noël et la Saint-Sylvestre. Comme nous avons été abonnés au journal Svědectví qui était édité à Paris par Monsieur de Gride. Une fois, il nous est arrivé que nous avons reçu une lettre de la rédaction de Svědectví de venir à leur réunion de rédaction. Ça nous apparaît assez intéressant, mais on se demandait qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et nous sommes partis tous les deux à cette réunion. Nous sommes arrivés, c'était vers la fin de l'après-midi, nous sommes arrivés devant la maison de la rédaction. Et en face de nous arrivait aussi, de l'autre côté de la rue, Monsieur Tigride, qui nous a demandé « Vous avez été invité, n'est-ce pas, à la réunion de notre rédaction ?» Nous lui avons dit oui. Il a dit moi je n'étais pas au courant, mais ma secrétaire m'a téléphoné qu'il y a des gens qui arrivent à la rédaction, donc je suis venue. Et comme il habitait près de Fontainebleau, ça lui a pris un temps, comme pour nous de Gif-sur-Yvette. Et nous sommes venus ensemble, et il y avait une vingtaine de personnes dans la salle. Monsieur Tigride a informé tout le monde que c'était pas lui qui a décidé de les inviter. La rédaction n'était pas au courant. Mais une fois on est là, donc on pourrait parler ensemble. Et sa secrétaire a préparé du jus de fruits et des biscuits. Et chacun des gens qui étaient présents s'est présenté son nom, sa profession. Et nous avons trouvé que tous les gens étaient le début de l'alphabet jusqu'à K à peu près, donc la première moitié de l'alphabet. Le résultat de nos pensées était que c'était apparemment l'ambassade qui avait organisé la réunion et qui a voulu surprendre M. Tigride et qui avait aussi donc la liste des gens, des abonnés du journal. On n'a pas voulu d'avoir des contacts avec l'ambassade. Ce qui est intéressant, nous avons eu de très bons amis qui habitaient pas loin de chez nous, avec des garçons à peu près de l'âge de nos enfants de petits. Et nous nous rencontrions très souvent. Et d'un seul coup, ils ont rompu sans rien dire. Et ils n'ont pas appelé. Quand j'ai appelé, personne ne répondait. On ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et après un certain temps, on a appris par quelqu'un d'autre qu'ils ont demandé la grâce présidentielle. Et finalement, j'ai deviné qu'ils nous évitaient pour ne pas devoir nous dénoncer. Parce que par d'autres amis, j'ai appris qu'il y avait des gens qui étaient
forcés par l'ambassade, ceux qui ont quelqu'un qui a demandé la grâce présidentielle, a été demandé d'abonner le journal Svědectví et de l'apporter à l'ambassade pour qu'ils puissent voir ce qu'on écrit dans ce journal. Donc, les gens qui ont demandé la grâce présidentielle étaient bien sous surveillance de l'ambassade et ne pouvaient pas se sentir libres dans un pays libre. Donc, nous avons bien fait de rester comme nous avons voulu, sans contact. Je ne sais pas si je me sentais comme émigrée pendant tout ce temps. Je me suis sentie toujours bien en France. On avait beaucoup d'amis, aux États-Unis aussi. Sûrement, je me suis sentie toujours plus tchèque que française. Mais quand on était aux États-Unis, je défendais la France partout. On la critiquait, c'était formidable. On était dans la peau d'une Française si quelqu'un a critiqué la France.